L'invité d'ici. Notre invité aujourd'hui, Boris Perdigon, le président de l'Union pour l'entreprise des Hautes-Alpes. Alors pour faire court, c'est la formule toute faite, le patron des patrons du département des Hautes-Alpes. Vous représentez toutes les entreprises, vous les défendez, maintenant vous êtes dans votre deuxième mandat, c'est ça, de président, dans un contexte compliqué. Écoutez, il y a eu des présidents qui ont eu la chance d'être dans des moments exaltants où la question c'était de dire alors sur quoi on s'engage, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire. Là c'est plutôt comment on va faire, non? Oui, c'est comment on va tenir. Un contexte globalement très difficile, une véritable apathie généralisée tant sur la commande publique que sur la commande privée. Et puis évidemment, comme d'habitude, des éléments de langage au niveau de l'État qui masquent la réalité, c'est-à-dire que on prend souvent l'exemple du 0,4, alors je vais en parler parce qu'on n'a pas de champions mondiaux ou internationaux dans les Hautes-Alpes de cette dimension-là, je veux dire. En fait, dans le 0,4, tout va bien. Non, en réalité, il y a l'Occitane qui a commencé à réexporter des produits dans le monde entier. Et donc l'Occitane va très bien, mais les 0,4, malheureusement, comme le 0,5, va très mal. Donc on a effectivement, selon comment on mesure l'économie dans ce pays, on a des dimensions macroéconomiques qui sont relativement stables, voire en légère hausse, à la réserve près du calcul qui est fait. Et puis on a par contre la microéconomie, c'est-à-dire notre économie à nous, celle des PME de tous les jours, qui aujourd'hui vraiment est en grande difficulté. Alors, il faut avoir évidemment une vision d'espoir, il faut être stratège et innovant, mais en même temps, aujourd'hui, rien n'est fait, que ce soit au plus bas ou au plus haut de l'État, pour aider les PME dans ce pays. Alors, il y a l'amorosité et ce doute que vous évoquez au niveau national. Est-ce que finalement, les Alpes du Sud, on va dire, le département des Hautes-Alpes sont dans le même tempo ou dans un tempo plus aigu? Comment vous ressentez le particularisme de notre région? On a un décalage, a priori, entre effectivement des éléments tendanciels qui sont tout d'abord perçus dans les grands centres urbains ou les centres de production nationaux. Donc ce décalage existe et les Hautes-Alpes sont touchées de manière, on va dire, décalée. En même temps, on n'a pas de champions internationaux en dehors un petit peu du ski, qui permet effectivement soit de rebondir plus vite, soit en sens inverse de ressentir davantage la crise. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a une structuration de notre offre et de nos produits qui aujourd'hui ne donne plus envie au marché de consommer. Et à travers ça, je veux dire que on est nous en devoir d'initiative, en devoir effectivement d'innover, parce que la réalité c'est qu'il faut des produits. Or aujourd'hui, on a beaucoup de mal à vendre nos produits, on a beaucoup de mal à exporter nos entreprises, et la dimension qui est la nôtre, c'est-à-dire la dimension alpine, ne suffit plus. Il faut que nos entreprises, et certaines le font depuis un petit moment, mais il faut que nos entreprises apprennent à grandir. Et cette difficulté-là, évidemment, elle n'est pas sans heurte avec les logiques réglementaires de notre pays. Et on ne sortira les Hautes-Alpes de leur léthargie qu'en allant effectivement à Marseille, à Paris, à Nice ou ailleurs. Mais en tout cas, on a une vision régionale. Cette vision-là, aujourd'hui, elle n'est pas dans le logiciel, à la fois de nos PME et de nos élus. Alors, le particularisme aussi peut-être, vous allez me dire, mais c'est que jusque-là, des moments difficiles, il y en a eu, c'est des cycles économiques, etc. Ce qui semble être un peu troublant lorsqu'on parle avec les chefs d'entreprise et les acteurs économiques, c'est cette absence de perspective. C'est peut-être ce volet-là qui est plus nouveau. Je pense au BTP, par exemple. Leur difficulté, c'est pas de dire que là, ils ont un coup de mou, comme ça s'est passé régulièrement. C'est qu'ils disent, là, il y a un coup de mou, mais on voit rien du tout venir. On a une absence de visibilité. C'est une tendance... on va dire, qui était récurrente, mais qui est désormais un classique. On n'est plus en crise. Le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est la crise. Donc, on doit, nous, s'adapter et changer de stratégie par rapport à ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut nous aider pas au sens où on aurait besoin d'aide financière, mais il faut qu'on adapte quasiment au quotidien, pour pas dire... allez, j'exagère, dans l'heure, nos capacités à produire, nos capacités à investir. Et donc, il nous faut des outils au niveau réglementaire, au niveau de l'État, au niveau des banques, qui permettent d'avoir cette vision. Parce que sans carnet de commandes, on est lié effectivement à une variabilité beaucoup plus importante. Aujourd'hui, le cadre réglementaire ne permet pas cela. Donc, on a innové avec l'ensemble des partenaires qui sont autour de l'économie pour travailler à cette dimension-là. Je le disais précédemment, il faut absolument qu'on nous changions de logiciel. Au niveau du moteur de notre département, il y a bien sûr les stations. Alors d'ailleurs, on peut souligner, à tort ou à raison, mais spontanément on va dire, que tout le monde n'en avait pas conscience quelques années en arrière, que le moteur était bien dans les stations. Et aujourd'hui, ça se voit, j'allais dire, comme le nez au milieu de la figure. Quand les stations sont un petit peu dans l'hésitation, ou en tout cas où on sent que le modèle s'essouffle un petit peu, on voit tout de suite les conséquences. Et j'imagine que vous êtes sensible à ces questions, et en particulier à des questions qui peuvent étonner aujourd'hui, lorsqu'on entend le président du Conseil général dire il y a quelques mois, il faut retrouver un nouveau modèle pour les stations de sport d'hiver. On s'aperçoit qu'on est vraiment dans un problème de fond.
Alors, on a toujours dit, vous le savez, on a toujours dit que le PIB départemental tournait à 80% autour ou à côté ou grâce dans le tourisme. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit à la fois tout et peu. On a effectivement un moteur essentiel. Ce moteur-là, il est de dimension en réalité internationale. Aujourd'hui, les stations sont mondiales. Donc, c'est la première perception qu'on doit avoir dans ce département. On doit travailler beaucoup plus à l'international. Donc, on a une dimension nationale aujourd'hui qui porte préjudice aux stations de ski ou alpines. Ensuite, on a effectivement à inventer des modes de gestion au plus proche de la réalité. Et c'est là qu'effectivement, nos élus départementaux rencontrent certaines problématiques dans le cadre de régie publique. On a effectivement là, nous aussi, dans le domaine privé, des initiatives à avoir vis-à-vis de cette dimension-là. Mais on est en même temps en devoir de rappeler au grand commis de l'État qui aujourd'hui, on va dire, co-gère en tant qu'actionnaire la Compagnie des Alpes, qu'il n'y a pas que les grandes stations et qu'il y a donc sans doute un modèle intermédiaire pour les stations justement de moyenne montagne à mettre en œuvre pour permettre à cette activité d'avoir lieu. À ce propos d'ailleurs, je rebondis et je m'autorise à faire une petite digression sur les éléments écologiques. On a récemment fêté et renouvelé la charte du parc des Écrins. Si c'est pour qu'il n'y ait plus personne dans les Hautes-Alpes, je me félicite de cette charte. Autrement dit, cette charte-là, qui a une dimension écologique, doit a priori, pour moi, avoir une dimension économique. C'est totalement absent. Autrement dit, je le dis deux fois, si l'Aille doit fermer, si Saint-Léger doit fermer, si Ancel doit fermer, nous devons pouvoir considérer, potentiellement à terme, faire du ski au sommet du Vieux-Chaillol. Croyez-vous les choses aient été vues ainsi? Loin s'en faut, sanctuarisé, intouchable. Vous le connaissez tous, le Vieux-Chaillol, c'est magnifique, morceau de pierre qui nous chapeaute. Bon, je crois que là aussi, on a avec les gens qui nous entourent et qui prodiguent certains conseils ou certaines doctrines, on va dire ça plutôt comme ça, on a aussi un vrai travail de fond à traiter avec eux. Lorsqu'on revient directement aux difficultés des stations, on a le cas de Risoul qui va s'en sortir. Il y a une recapitalisation de l'investisseur privé justement. Il y a une aide financière qui va être apportée par le Conseil général des Hautes-Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, c'est un système, c'est l'effet papillon, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des difficultés, les premiers à souffrir, c'est les fournisseurs qui attendent toujours d'être payés. Tout à fait. Alors si je peux me féliciter effectivement d'une partie de l'attitude du gestionnaire privé de la station vis-à-vis, on va dire, des deniers publics, loin s'en faut s'agissant des deniers privés. Aujourd'hui, effectivement, le trou supposé de plusieurs millions d'euros en termes publics sur la station de Risoul s'accompagne de la même manière d'impayés en termes privés. Et aujourd'hui, au bas mot, sur la dernière opération immobilière qui a été faite à Risoul, c'est un trou de près de 3 millions d'impayés à partager entre la banque et les entrepreneurs des Hautes-Alpes, à 90%, que nous devons assumer depuis près donc bientôt d'une année. Donc à ce titre, si vous voulez, on est loin d'être sorti de l'ornière. Et je crois très sincèrement que là aussi, on doit traiter les gens avec les égards qu'ils méritent. Et quand ils méritent ces égards, on doit bien les traiter. À l'inverse, quand ils nous traitent comme ils nous traitent aujourd'hui à Risoul, je crois qu'on devrait avoir un petit peu moins d'égards. Et là aussi, la puissance publique doit, entre guillemets, il y a des systèmes, il y a des éléments juridiques qu'il faut contrôler, qu'il faut mettre en œuvre. Il y a des systèmes comptables sur lesquels on doit constamment travailler. Et là aussi, le devoir de la puissance publique, c'est pas parce qu'un gestionnaire est gros qui fait plusieurs millions d'euros qu'il faut pas aller le contrôler pendant qu'on contrôle d'autres petits artisans, de petits PME locales. Donc j'en appelle au service de l'État. Je crois qu'il y a des choses qui sont pas claires en matière de comptabilité à Risoul. Il faut s'en occuper. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier. On l'évoquait tout à l'heure. Jean-Pierre Gaulard, président de la Chambre de métier. Est-ce que tu serais d'accord de regrouper ce monde économique dans une force politique, une force sociale, une force économique importante, départementale, et après on verra si ça peut s'élargir régionalement? Il vous tutoie déjà, ça veut dire que vous connaissez bien. Oui, je connais bien Jean-Pierre. Il prêche un convaincu. Alors j'évoquais tout à l'heure l'élément générationnel. Donc je suis heureux que Jean-Pierre, qui a le même âge que moi, bien entendu, partage cette dimension-là. Effectivement, le monde est complexe, le monde est échangeant, il le fait très vite. Une des caractéristiques de notre monde, c'est la vitesse. Et je crois qu'on doit aujourd'hui, en termes de gouvernance locale, mais aussi nationale, je l'évoquais à nouveau mardi au MEDEF, on doit désormais être une force de proposition en termes de gouvernance et plus simplement de contre-proposition vis-à-vis de telle loi, de telle pratique, de telle. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui, mais par contre, ça pose aussi des questions. Ça pose aussi des questions en termes de logique, on va dire territoriale. Ça veut dire qu'après tout, on pourrait aussi imaginer concentrer la chambre économique
dans sa globalité, c'est-à-dire l'agriculture, la chambre de commerce, la chambre des métiers, dans une seule entité. Et si nous le faisons, notamment dans les Hautes-Alpes par exemple, au-delà de la force politique, ça nécessite aussi de trouver des économies d'échelle. Et là, les Français sont pas très bons pour les économies d'échelle. C'est pas là qu'on brigue le plus. Alors, s'agissant de la politique, je crois qu'il y a une différence. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne rêvons plus à l'homme salvateur et providentiel. Hein. Je vous en fais la preuve, c'est que au MEDEF aujourd'hui, Pierre Gattaz a été élu. Il a directement expliqué qu'ils seront 3. Parce que on revient à ces éléments de logiciel qu'il faut modifier. On a peut-être nécessité de s'engager, on a peut-être nécessité au niveau du bien public d'œuvrer collectivement, mais il faut le faire ensemble. Donc je crois que ce que demande Jean-Pierre, c'est une certaine unité, une certaine, je dirais, simplification des éléments et peut-être la sortie des débats politico-politiciens, comme on dit. Il nous faut justement dans ce cadre-là une certaine stabilité. Alors, il y a une tradition depuis le début de la rentrée. Pour changer un petit peu, on a proposé à chaque invité de terminer notre entretien en se regardant dans un miroir. Donc, comme la tradition le veut, je sors ce miroir et de dire un petit peu alors ce qu'il y voit, ce qui lui vient à l'esprit. C'est justement un petit peu l'exercice de savoir ce qui vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir, Boris? Dans ce miroir, je vois la télé d'ici. D'accord, merci. Me semble-t-il. Il y a le logo, effectivement. Il y a le logo. Et comment dire, là aussi, c'est une capacité à imaginer demain, à le faire voir autrement. Et c'est, il faut le souligner, indépendamment de tout lien qui pourrait justement nous amener vers cette télé, c'est surtout une dimension d'initiative. Alors, on peut la critiquer, on peut dire qu'on va se planter, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est au moins, entre guillemets, une manière d'entreprendre. Donc, à ce titre, je vois d'abord ça. Ensuite, je vois effectivement une personne relativement fatiguée, légèrement bouffie, mal rasée, mais qui, je vous le garantis, a un moral d'acier, a l'envie de réussir au nom de tout le monde et au nom de tout ce département. Des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, qu'importe. Aujourd'hui, la victoire forcément est dans notre camp, parce que sinon, de toute manière, on ne peut imaginer la défaite. Donc, je crois surtout que je vois quelqu'un qui a envie d'une réussite collective au nom de ce territoire. J'ai pas pu le dire sur la petite aparté sur Xavier Cré, mais je crois qu'il faut, comme le disait Gaulard, il faut se donner la main, quoi. Hein, il faut un petit peu de stabilité, un petit peu d'unité. Et au-delà de ça, le type a été charmant. Il a beaucoup vieilli, mais il a été charmant. Merci Boris Perdigan. Lundi, alors nous recevrons Europe Écologie Les Verts. D'abord des députés européens qui sont en visite ce week-end, et puis leur représentant départemental, Thierry Beau. Voilà, vous auriez peut-être une kyrielle de questions à lui poser, mais alors choisissez-en une, celle qui vous paraît prioritaire. Alors j'en ai deux. Je vous en prie. Alors la première, elle est très simple. Je suis pour le projet RTE. Voilà, que ce soit bien clair et que tous nos amis écologistes soient entre guillemets prévenus. Et l'enquête publique a donné satisfecit en la matière. J'espère que le ministre en fera de même. Et puis la deuxième question, elle est très simple. Est-ce que si je roule en Zoé Renault électrique, je pourrais emprunter bientôt l'A51 ? Merci. Merci Boris Perdigan.